Alors, une petite intro à l'ancienne, mais j'ai un grand angle, donc ça me faisait rigoler de faire ça. Bonjour, vous vous apprêtez à voir un spectacle drôle avec comme invité Claire Nouvian, qui est une spécialiste des océans. Dans cet épisode, vous allez apprendre plein de choses sur les océans, parce qu'on a pas mal parlé de créatures marines, et en même temps, vous allez avoir envie de vous battre et de lutter pour un monde meilleur. À la fin, ça va être époustouflant. Avant de commencer ce spectacle incroyable, je voudrais vous parler du sponsor de cette vidéo qui s'appelle Tilt. C'est un média, donc un site internet et des réseaux sociaux qui vont vous permettre de comprendre, de réagir et d'agir face aux grands enjeux mondiaux, comme par exemple les inégalités hommes-femmes ou encore le réchauffement climatique. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Si vous allez voir leur réseau, vous allez apprendre plein de trucs. Par exemple, dans leur dernière vidéo Master Tilt, ils expliquent pourquoi, quand ton cerveau comprend qu'il y a un danger ou quelque chose de grave, tu mets quand même beaucoup de temps à agir. Et ça explique en fait les biais cognitifs et pourquoi on a des biais cognitifs qui nous empêchent de ne pas partir en courant par rapport à ce qui se passe avec le réchauffement climatique. C'est passionnant, c'est vraiment des choses qu'on a besoin de savoir pour pouvoir agir, bouger, se donner la main et changer le monde. La brillante Mélusine Boone-Faller, qui est une doctorante à l'ENS, t'explique qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand t'as pas envie de manger végé, par exemple. C'est un exemple très spécifique. Je vous souhaite de bien profiter de l'épisode. Ce soir, est-ce qu'on a des gens qui, comme moi, ne savent pas trop bien nager? Ah ouais, genre, y a personne. Vous avez pas un problème à la jambe gauche quand vous faites la brasse? Moi, j'aimerais, parfois, je m'imagine faire des sports d'océan et je commence et je me noie si vite. Il y a des gens qui ont déjà fait du surf dans la salle, par applaudissement? Je suis allée dans les Landes il y a pas longtemps, et donc j'étais sur scène et je disais oui, moi j'aime pas trop faire du surf, j'aime pas trop me noyer. Il y a vraiment quelqu'un qui a fait mais non, quand tu fais du surf, tu es sur la planche. Et moi j'étais là, pas moi, je sais pas comment c'est possible. Ce soir, on va recevoir Claire Nouvian. Ça va être absolument incroyable. Une star de l'écologie. Une spécialiste des océans, et je tiens à confesser vraiment, avant de la recevoir sur scène, que je ne connais rien à la mer, quoi. Vraiment, moi, en fait, c'est bien simple, j'ai peur à partir du moment où j'ai plus pied. Et ça arrive très vite, car je suis très courte. Ça arrive avant les copains qui viennent avec moi, qui disent « eux, ils sont là, moi, je suis là, Et donc, en allant dans les Landes, récemment, j'y suis allée pour réécrire mon nouveau spectacle, parce que j'ai un nouveau spectacle. Ça s'appelle Calme, c'est sur la colère. Et j'y suis allée aussi parce que y a un garçon qui me plaît beaucoup dans les Landes. Et donc j'espérais vraiment faire l'amour avec lui. Ça n'a pas fonctionné. Parce que tous les jours, je lui écrivais en disant « Tu crois qu'on peut se voir cet après-midi ?» Et il me disait vraiment, premier degré, « Ça dépendra de la houle. » Coup dur pour l'ego. Tous les matins, j'allais sur la plage, j'étais là. Est-ce que je vais sucer quelqu'un ce soir? Je ramassais des algues comme ça. Ça sent pas bon pour mon cul. Et après ces vannes pleines de subtilité, nous allons recevoir la star de ce soir. Mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour la bosse des océans,
la meuf qui fait le plus chez les lobbyistes au monde, la star internationale de l'écologie, Claire Nouvian, s'il vous Bonsoir Claire. Ça va? Très bien. Tes vannes pourries m'ont bien fait rire déjà. Moi ça me rassure. Parce que quand je dis sucer devant des gens aussi intelligents, ça passe ou ça casse. J'ai dit j'ai bien fait de prendre ma fille. C'est vrai que ta fille de 12 ans est dans la salle ce soir. On peut l'applaudir. Elle n'a encore rien vu. Alors, Claire Nouvian, je suis honorée de te recevoir ce soir parce que tu es une militante écologiste qui défend les océans profonds, c'est-à-dire qui défend des poissons translucides avec des mâchoires énormes et des lanternes qui pendent au-dessus de la tête. Et rien que pour ça, chapeau. Tu es née à Bordeaux. Ta maman a travaillé dans la grande distribution. Ton papa était cadre chez Total. Et ton grand-père a passé une bonne partie de sa vie à se battre pour pouvoir installer une centrale nucléaire près de chez lui. Donc, tu es devenue une grande spécialiste de l'écologie. Tu as même reçu le prix Goldman, l'équivalent du prix Nobel de l'environnement. On peut donc dire que tu as fait une très longue crise d'adolescence. Enfin, la revanche. Tu as passé une partie de ton enfance à Alger. À Télérama, tu racontes tes vacances là-bas. L'hiver, nous partions à l'aventure dans le Sahara pendant 1 mois, munis d'une boussole pour nous repérer dans les tempêtes de sable, en hors-piste au milieu des fennecs. Et tu rajoutes, c'était une enfance de rêve. Tu m'étonnes que ta passion aujourd'hui ce soit l'Astroscopus guttatus, un poisson infâme qui balance des décharges électriques à ses proies. À 5 ans, tu avais déjà affronté les serpents à sonnette du désert. Il te fallait du frisson. On n'a pas la même définition de l'enfance de rêve. Vraiment, moi, je rêvais de Kinder Delice et d'aller à Disneyland. Pas de faire semblant de dormir en sentant le souffle tiède sur ma nuque de chacals affamés dans le désert. Qui es-tu? Que fais-tu le dimanche après-midi? Moi, c'est plutôt Netflix and chill. Toi, je suis sûre que t'essayes de faire des prises de judo à un grizzly à main nue. Yeah. Malheureusement, ta famille doit quitter l'Algérie et rentrer en France. Et tu te retrouves à vivre dans le 16e arrondissement, à Paris, porte de Saint-Cloud. Et tu dis que c'était extrêmement difficile d'être confronté à la dureté du monde. Dans le 16e, Claire Nouvian, porte de Saint-Cloud. La dureté du monde, oui. Porte de Saint-Cloud, la favelita de las favelas. Comme on dit à Rio, la pelogrosità de la pizza cappuccino. Je sais que tu parles 5 langues, alors j'ai mélangé un peu les langues, mais je pense que ça veut rien dire. Tu racontes dans une interview qu'à 18 ans, tu as une révélation. Une histoire d'amour? Non. Un engagement politique? Non. Un film? Non. Tu découvres le livre « Le fondement de la métaphysique des mœurs » de Kant. Et ce jour-là, ta passion pour la lecture commence. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le livre, je résume. La première partie, c'est le passage de la connaissance rationnelle commune de la moralité à la connaissance philosophique. Deuxième partie, c'est le passage de la philosophie morale populaire à la métaphysique des mœurs. Et enfin, troisième partie, bien sûr, le passage de la métaphysique des mœurs à la critique de la raison pure pratique. C'est vraiment pas le livre que je recommanderais à quelqu'un qui n'aime pas rire, mais bon. Qui n'aime pas lire. Qui n'aime pas rire, si. Tu dis en interview, si on m'enlève les livres, je meurs.
Ma seule nourriture sûre et certaine, ce sont les livres. Et moi, ce sont les pâtes. Avec une petite sauce pesto rosso. Bon, après, chacun se nourrit comme il peut. Mais on devrait essayer d'envoyer tes livres aux participants de Koh-Lanta. Des sacs de Dostoïevski pour les affamés. Allez, prends ce sac, tu l'as bien mérité. Il est mort. Tu gargouilles? Prends un Tolstoï Moundir. Allez, c'est pour moi. 1400 pages de bon papier bio. Allez, ça me fait plaisir. Tu dis que les livres t'ont sauvé la vie, car le monde dans lequel on vit est si violent que, je cite, « La seule façon de ne pas me jeter par la fenêtre, c'était de savoir que je n'étais pas la seule à souffrir. » Public d'écolo. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai eu un énorme chagrin d'amour. Et le seul truc qui me consolait, c'est quand j'avais des potes qui se faisaient larguer comme des merdes. Non, mais il y avait une justice, quoi. Tu commences ta carrière professionnelle dans le documentaire animalier. Pendant 8 ans, tu filmes la faune et la flore sauvage du monde entier. Et puis en 2001, à l'occasion d'un repérage de films, tu découvres les abysses pour la première fois et ça te fascine. C'est le coup de foudre pour cet endroit très sombre, très froid, avec des formes très bizarres à l'intérieur. Et au début, j'avais écrit une vanne. Je disais « Tu tombes amoureuse du sexe féminin, comme bon nombre de lesbiennes. » Sauf que le sexe féminin, c'est plutôt chaud. Donc je pense que la bonne vanne, c'est « Tu tombes amoureuse du sexe de Rachida Dati. » Comme... Quoi? C'est une femme froide. Comment ça va, ta fille? Comment ça va? Peut-être qu'elle ne voulait pas avoir cette image. En 2001, tu montes pour la première fois à bord d'un submersible, un sous-marin, du Centre de recherche océanique de Monterey. À cette occasion, tu plonges à plus de 1000 mètres de profondeur, sans imploser en 1000 morceaux. Est-ce que tu aurais des conseils pour des milliardaires qui chercheraient à aller visiter les vestiges du Titanic? Bien resserrer les écrous, par exemple, je sais pas. En 2004, tu fondes l'association Bloom afin de sensibiliser le grand public aux océans et de les protéger. Et toi, t'es là, regardez! Il y a des pieuvres gélatineuses roses avec des dents effilées comme des lames de rasoir et sans yeux! Il faut les protéger! Et bizarrement, depuis ce jour, les gens t'esquivent. En soirée, dans un cocktail. Comment peut-on rester insensible face au déclin des poulpes à oreilles qui ont des tentacules à la place de la bouche? Je vais aller chercher du champagne. Merci, madame. À la boulangerie, vous ne souhaitez pas faire quelque chose pour défendre les vampires des abysses? Ces créatures capables de produire des flashs stroboscopiques? Je vais vous mettre une bien cuite, plutôt, comme baguette. En 2011, à 37 ans, tu donnes naissance à une petite fille, Victoire. Tu racontes « Avant d'avoir mon bébé, je commençais en général la journée vers 7h et je ne finissais jamais avant 2h du matin. Maintenant que j'ai mon bébé, les journées commencent plutôt à 9h. » Tu es donc la seule personne au monde à plus dormir depuis que tu as un enfant. On veut tous une victoire dans notre vie, hein. Peu après, avec ton association Bloom, tu embarques dans la lutte contre le chalutage en eau profonde. Le chalutage en eau profonde, ça consiste à prendre un très gros bateau, à sortir un très gros filet, à descendre jusqu'au fond des océans le filet grâce à des poids de plusieurs tonnes et à racler absolument tout ce qui se trouve au fond de l'océan. Est-ce que vous avez déjà tiré une table avec les pieds qui sont sur un parquet alors qu'il n'y a pas de petit coussinet en dessous? Vous vous souvenez du sentiment de culpabilité, genre « Oh non, j'ai niqué le parquet! Maman va me défoncer !» Nous, on fait ça, tranquillou, à des échelles titanesques, pour détruire tout ce qui se trouve au fond de l'océan. Une fois remontés à la surface, ces gros chalutiers trient et gardent seulement les poissons qui les intéressent. Ils sont là, un thon? Oui, ça m'intéresse. Un dauphin tout crevé? Ok, chier. La dignité de Gérald Darmanin? Ah! Mais il faut appeler l'Élysée. Il la cherche depuis 7 ans. Elle était là, parmi les cadavres. En plus de faire crever tout un tas de poissons qui n'ont rien demandé, la pêche en eau profonde détruit en quelques minutes des récifs coralliens qui ont mis jusqu'à 10 000 ans pour se former. 10 000 ans, vous vous rendez compte? C'est
10 000 fois l'âge de Gabriel Attal. Heureusement, en 2016, après une campagne politique acharnée, tu obtiens l'interdiction du chalutage en eau profonde dans l'Union européenne. Ce combat t'a donc valu... Bravo. Bravo. Et en 2019, tu obtiens l'interdiction de la pêche électrique en Europe. Bravo aussi. Avec mes collègues. Et donc, tu as gagné le prix Goldman, qui t'a permis de gagner les 200 000 $ qui vont avec le prix, avec lequel tu t'es acheté un yacht, avec 8 moteurs diesel. Non. Ce qui a permis à Bloom de survivre financièrement. Et c'est ce qui a permis à nous ce soir de recevoir une personne brillante, une humaine fascinante, engagée pour l'océan, une cause aussi méconnue qu'elle est primordiale au bien-être sur Terre. Claire Nouvian, merci d'exister et merci d'être là. Ça va, j'ai dit des trucs faux sur les poissons, mais c'était pour la blague. Okay. On a compris que le thon qui arrive de 2000 mètres de profondeur, c'était pas crédible. Moi, je n'avais pas compris. Pour moi, le thon, c'est en bas à gauche dans le supermarché. Même s'il ne faut pas te parler de ça, je sais. Claire Nouvian, ton animal préféré est le poulpe à oreilles. Est-ce que tu peux nous le décrire et nous expliquer pourquoi ? Oui, il est... Bonsoir d'ailleurs. Il est fascinant parce que c'est un petit animal. Alors, il a plusieurs tailles, hein, mais celui que j'ai vu en vrai, donc c'était côte Est et non pas côte Ouest, dans le submersible. Elle me fait des private jokes que je comprends pas. Bien sûr, le poulpe. Côte Est, bien sûr. C'est un petit animal qui est grand comme ça et c'est un petit poulpe, donc il y a des grandes oreilles qui sont en fait des nageoires et il est très gélatineux, il est vraiment très rose et on dirait que tu parles d'un gâteau. Oui, c'est ça, et ça ressemble à un petit gâteau et c'est ce que j'ai vu le plus beau sur Terre, je crois. Waouh. Ouais. Ça y est, tout le monde a craqué pour le poulpe à oreille. Ça y est, vous pouvez le regarder sur internet, il s'appelle Staurotetis sirtensis. Et Attends, je saigne du nez, 2 secondes. Et c'est sublime. Et en fait, j'ai craqué parce que on l'a attrapé pour des raisons scientifiques. Et on l'a remonté vivant à la surface et on l'a mis dans la chambre froide du navire océanographique sur lequel j'étais. Donc il est resté en vie pendant plusieurs jours et je l'ai vu en fait vivre mais sous mes yeux. J'ai passé tout mon temps dans la chambre froide du bateau et c'est tout délicat. C'est tout délicat. La peau est vraiment comme une gélatine, c'est une petite membrane tellement, tellement fragile. Et me dire que ces animaux tellement fragiles et rencontraient des énormes machines industrielles qui leur passent dessus avec des énormes rouleaux d'acier. Je trouvais que c'était vraiment frappant et perturbant et horrible. Et voilà, je me suis dit qu'il incarnait toute cette beauté, la fragilité, la diversité du vivant sur Terre. Et rien que pour lui, ça méritait qu'on protège les grandes profondeurs. Et vous en avez fait quoi après la chambre froide ? Ils l'ont cuit. C'est vrai ? Je te jure, c'est vrai. C'est vrai ? Oui, ils l'ont cuit. Tu décrédibilises complètement ton combat, là. Je suis tombée amoureuse et j'en ai fait des croquettes. Des petits poissons panés comme ça, tout rose à l'intérieur, avec des petites oreilles. Et en fait, c'était perturbant parce qu'il voulait, en fait, il faisait des prélèvements scientifiques. Moi, j'avais plaidé pour qu'on garde l'animal en vie, qu'au moins on puisse le regarder, etc. Mais en fait, il faisait une comptabilisation systématique de ce qu'il trouvait dans les grandes profondeurs, et donc il faisait un poids, masse, etc. Donc il desséchait les animaux, donc c'était une forme de cuisson pour pouvoir faire une quantification de la biodiversité des grandes profondeurs. Prochaine question. Je ne te juge pas du tout, espèce de monstre. Les méthodes scientifiques, c'est pas toujours idéal. Moi, je t'ai annoncé comme la copine des animaux. Ah, c'était pas mon choix, hein. Ça, je l'aurais laissé là où il était, c'est sûr. Mais pourquoi ils ont besoin du poids desséché ?
Parce que c'est un protocole scientifique en fait pour pouvoir comparer des choses parce que sinon ils sont tous Hydrater, pleins d'eau. dessécher. Et maintenant, on réhydrate avec de l'eau, pouic, pouic. Et ça marche plus. En 2001, on en a parlé, tu plonges à plus de 1000 mètres de profondeur. Et pendant les 3 semaines qui suivent, tu es tellement émerveillé que tu n'arrives pas à parler, dis-tu. Seules les larmes te montent aux yeux. Clairement les symptômes d'une angine, mais bon. On va dire que tu étais émerveillé. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessous ? Qu'est-ce qui se passe là-dessous ? C'est vraiment très difficile à décrire, mais... Tu vas pas nous refaire le coup de l'angine blanche, là ? Non, mais alors moi, c'est sûr que je suis... En fait, je me suis dit pendant longtemps, je suis trop sensible. Et puis j'ai décidé, là, en 2024, d'arrêter de dire ça. Je vais dire que les autres ne sont pas assez sensibles. Non ? Team hypersensible est d'accord. Ouais, voilà, les hypersensibles sont d'accord. Mais en fait, on n'est pas hypersensible. On est juste sensible comme on devrait tous être, de façon à être suffisamment empathique pour que le monde soit à l'image de ce qu'on voudrait qu'il soit et qu'on nous fasse, en fait, pas plus, pas moins. Et donc, ouais, j'étais vraiment très bouleversée de voir cette vie, toutes ces formes de vie inconnues qui vivent tellement au ralenti. Ces animaux sont tellement merveilleux. Leur environnement est très très stable, contrairement évidemment, je sais pas, les côtes bretonnes, il y a quand même des tempêtes, il y a de la houle, de la fameuse houle. Donc, Très drôle, très très drôle. Et donc le milieu est perturbé. Contrairement à... Je ne citerai pas son nom, qui n'était pas du tout perturbé. Et donc, ouais, dans les grandes profondeurs, il y a vraiment une grande stabilité du milieu et les animaux vivent vraiment au ralenti. Et il y a une grande diversité d'espèces. Et se dire que ces écosystèmes qui ont été préservés de notre folie destructrice pendant des millénaires ou des millions d'années, que maintenant on soit arrivé depuis les années 70, 60, et en Europe plutôt dans les années 80 avec nos énormes machines de guerre, ça buguait. Moi, ça a bugué. J'ai bugué. J'ai pas résisté à ça. J'étais, je sais pas, je pense, foudroyée de tristesse et en même temps émerveillée, donc très émue dans un truc très primal. I feel lonely. Ce regard qu'elle vient de me jeter. Ouais, c'est parce que je me dis, est-ce que je l'embraye direct sur à quel point c'est la catastrophe ou est-ce que je continue sur les animaux mignons ? Je continue sur les animaux mignons. Tu as écrit ce livre absolument incroyable qui s'appelle Abyss, parce que tu t'es rendu compte en gros qu'il n'y avait pas de livre qui montrait tous ces animaux pour le grand public. Et donc, ce livre est absolument époustouflant. Regardez, il a des petits yeux globuleux et c'est pas vraiment physiquement palpable. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment, enfin, ça t'a pris combien d'années de faire ce livre ? Comment t'as récupéré les photos ? Genre, c'était quoi ton quotidien quand tu as fait ce livre ? C'était vraiment merveilleux. En fait, j'ai appelé tous les chercheurs qui avaient fait des plongées dans les grandes profondeurs. Et cet animal, celui-là, par exemple, ce calamar, qui s'appelle donc le calamar aux yeux globuleux, chaque histoire chaque photo a son histoire. Et lui, par exemple, cet animal-là, qui est vraiment un animal très difficile et très rare à croiser dans les grandes profondeurs, c'est un garçon qui s'appelle Peter Batson qui l'a trouvé sur une plage en Nouvelle-Zélande, en se promenant. Et il voit cet animal qui est... Donc la Nouvelle-Zélande est juste à côté de fosses très profondes. Et cet animal, donc tous les animaux migrent la nuit. C'est ce qu'on appelle la migration verticale. Donc tous les animaux de l'océan, jusqu'à environ 1000 mètres de profondeur, changent d'étage. Ils ont un intérêt à changer d'étage. C'est-à-dire que plus on se rapproche de la surface, plus il y a de nourriture disponible. Donc tous les animaux changent d'étage. Parfois, certains vont partir de 1000 et vont monter à 600. D'autres vont partir de 800 et arriver à 200. D'autres de 400, ils vont arriver à la surface. Et toutes les nuits, il faut s'imaginer, se représenter cette affaire-là, c'est que toutes les nuits, il y a la plus grande migration animale, le plus grand mouvement coordonné, vivant sur Terre. Toutes les nuits, là, pendant qu'on est en train de parler, les animaux ont commencé à migrer. C'est dingue. Ça m'a empêché de dormir pendant vraiment longtemps, mais je trouve ça dingue. Mais tu sais qu'on Il y a peut-être des gens qui travaillent à la Défense qui sont là-bas. Moi, je prends l'ascenseur tous les jours, mais bon... Ok, c'est dingue, Claire Nouvian, ouais, d'accord. Et donc, Peter Batson, il a trouvé cet animal incroyable sur une plage parce qu'il avait dû faire sa migration verticale.
Il a dû rater l'ascenseur pour redescendre. Et il s'est retrouvé, il était encore vivant. Et donc, il l'a mis dans sa cuisine. Cet animal, il a fait la photo dans sa cuisine. Dans sa poêle encore. Non, C'est quoi le délire? Et donc, c'est complètement dingue. Et la plupart des animaux, évidemment, à part cette photo incroyable, la plupart des animaux ont été photographiés par des chercheurs pendant des missions océanographiques. Mais il se trouve que les chercheurs, en fait, ils font des missions océanographiques temporaires. Ils demandent l'accès. Il y a très peu de moyens de plongée très, très profonde sur Terre. Donc, il y a une longue liste d'attente. Donc, les chercheurs font une demande à un navire océanographique qui est équipé pour aller faire du profond. Et au bout de, 4 ans, ils ont l'accès au bateau pendant 15 jours. Et donc là, ils arrivent avec tous leurs doctorants, tous leurs étudiants, tous les chercheurs. Ils font leur mission et ils repartent avec leurs échantillons, avec tout ce qu'ils peuvent. Et en fait, les photos se trouvent dispatchées dans tous les laboratoires du monde entier. Et donc, c'est pas aussi facile que juste appeler l'IFREMER ou Woods Hole Oceanographic Institution ou je sais pas quoi. Non, il faut appeler en fait tous les labos de recherche océanographique pour savoir si des types ont fait des recherches, si oui ou non ils ont eu accès à des moyens de recherche et de plongée profonde, et ensuite récupérer les photos. Et certains disent mais j'ai des diapos, mais j'ai pas le temps de les trier. Donc il a fallu aussi que je fasse un peu le tour des labos pour aller découvrir des merveilles comme ça à trier. C'était génial. Tous les matins, je me réveillais dans mon mail, j'avais des Elle est pas photos. normale, je vous avais dit qu'elle était pas normale. J'ai dû faire le tour des labos et trier des diapos. C'était merveilleux. Les mers et les océans représentent 80% de la surface terrestre. Il faut que tu saches que là, nous, je sais que tu as des fans qui sont là, mais les gens comme moi connaissent pas trop le rôle des océans sur Terre et dans l'écologie, tu vois. Donc on va parler un peu de ça. Les mers et les océans représentent 80% de la surface terrestre. Et c'est 71. Pardon, 71. Ouais. Non mais n'hésite pas à me corriger parce que c'est grossier mes trucs. J'avais plein de questions, je mettais des chiffres et j'étais là, c'est sûr qu'elle va me corriger, donc je vais... Et j'ai pas corrigé sur ça. Bon. Comment expliquer qu'on ne parle jamais d'elle quand on évoque notre survie ? Toi, je sais qu'on t'en parle dans ton quotidien, mais par exemple, nous, on entend souvent parler de l'Amazonie, alors que c'est que 2% des terres émergées. Comment ça se fait qu'on parle pas autant de l'océan et des mers ? Ouais, je sais pas, j'arrive pas à me l'expliquer moi-même, surtout que l'océan, ça représente quand même 98% de la masse d'eau présente sur Terre, donc c'est le thermostat planétaire. Enfin, on voit bien qu'on ne sait pas réguler le climat sans l'océan et qu'on n'est pas ça à l'esprit à chaque instant et que les causes, d'ailleurs, océanographiques, c'est-à-dire que océanique et la biologie marine, la conservation marine, etc., soient les moins financées de toutes les activités, que les ONG qui prennent la défense des océans soient les moins bien financées de toutes les ONG environnementalistes, etc. Ça m'échappe. Je comprends pas parce qu'en fait, il faut pas. Enfin, je sais pas. Je crois qu'à partir du CE2, on peut comprendre ça, que c'est le cœur du réacteur. Oui. Tu as dit le CO2, c'est des formations professionnelles. Ouais. Et donc voilà, c'est vrai qu'on devrait faire un programme CO2 pour les CE2 en disant mais c'est parce qu'on en est là. On y va sur les jeux de mots. Et on en est là, je comprends pas trop, à part que évidemment il y a une surface et que ce qui se passe sous la surface, sous ce miroir, ça reste un peu étranger, lointain, non documenté, non visible. Alors que c'est vrai que si on détruit n'importe quoi, la forêt, on peut le documenter, même aujourd'hui avec un drone, avant avec des images satellites, on le voit, on voit la destruction. Si on voyait réellement ce qui se passe sous l'eau, la destruction phénoménale des pêches industrielles sous l'eau, je pense qu'en fait, on serait quand même tous dans la rue. J'ai cet espoir-là. La pêche industrielle, au niveau mondial, c'est 4 fois plus d'impact que l'agriculture. C'est 200 millions de kilomètres carrés en fait, qui sont impactés en fait, en cumulatif. Donc on est sur un impact qui est absolument délirant par rapport à l'agriculture. Si l'Amazonie, c'est vraiment le poumon de la planète, quels organes sont les océans ? Le poumon. Ben non. Si l'Amazonie, c'est le poumon. C'est le poumon bleu. C'est ce qu'on dit de l'océan. Ah d'accord. On dit le poumon vert et le poumon bleu. C'est le poumon. C'est le poumon et c'est le cœur. On chante la chanson Une souris verte, rien ne va vraiment. On va faire un petit jeu clair. Ouais. Claire, ton association Bloom, je vais le répéter parce que tu l'as évoqué. Les associations n'ont pas assez d'argent, donc n'hésitez pas à donner de l'argent à l'association Bloom. Produit des données, il travaille là-bas, et des anecdotes en tout genre sur les océans.
afin qu'il soit repris par les médias et connu du grand public. Vous faites un travail d'utilité publique, c'est très important. Et parfois, il y a des infos complètement hallucinantes. Donc, je te propose un petit jeu. Je vais te proposer à toi et au public 3 fun facts à propos de l'océan. Et vous devez tous trouver quelle est la bonne réponse. On essaye ? Ok. Parmi ces 3 fun facts océaniques, j'ai postillonné partout pour illustrer mon propos d'océan. Lequel est vrai ? 1. L'océan aspire 95% du CO2 que l'homme émet. 2. Une baleine aspire autant de CO2 qu'un millier d'arbres. 3. Les hippocampes font des petits crottins sous l'eau qui, selon leur forme, absorbent l'équivalent de 3 millions de tonnes de CO2 par an. Et il y a des paris qui ont lieu parmi les poissons pour savoir de quelle forme vont être les crottins. En sortant des fesses des hippocampes, il y en a qui sont là en forme d'éolienne. Il y en a d'autres qui sont là en forme de centrale nucléaire. D'autres qui sont là Jean Covici. Et... Alors, quelle réponse ? Tu te souviens des... C'est à toi de répondre. Tu te souviens des réponses ? Alors, la réponse ? La réponse qui est juste ou Oui, la fausse? réponse qui est juste. Elle n'a pas compris. Qu'est-ce que tu Non, fais ? j'écoutais Pourquoi pas, je suis là ? je suis en train de rigoler. Je me disais, tiens, ils vont répondre, donc j'écoutais pas trop. Parce que... J'adore cette honnêteté. En fait, j'ai entendu des chiffres approximatifs, j'ai commencé à s'éliminer. Je me suis dit qu'elle continue ses blagues, là, parce que... Elle a rien écouté quand j'ai dit le bout des mers, ou je sais pas quoi. Moi, j'ai envie de retourner dans un labo, trier des diapos, je veux dire. Ah. Tu veux que je te ressouffle la bonne réponse ? Non, là, il faut... Donc, ce qui est juste, Oui, ce qui est juste. c'est les baleines qui représentent un millier d'arbres en captage de CO2. Incroyable. Une baleine aspire autant de CO2 qu'un millier d'arbres. C'est fou quand même. Voilà. Je continue. Écoute, Claire. Deuxième question. Parmi ces 3 statistiques rigolotes sur l'océan, laquelle est vraie ? 1. 94% de l'oxygène Cette fois, j'écoute. qu'on respire est produit par l'océan. Seulement 6% par les forêts. 2. Lors de la dernière ère glaciaire, lorsqu'il faisait environ 5 degrés de moins par rapport à aujourd'hui, le niveau des océans était plus bas de 120 mètres par rapport à aujourd'hui. 3. Il existe un courant marin qui emporte toutes les plaintes des femmes victimes de violences sexuelles vers un non-lieu. Il s'appelle le Darminix Francesius. Quelle est la... Attendez, on demande. Quelle est la bonne réponse ? 1, 2, 3. Moi, je pense que c'est 3. Les féministes sont là-bas. Tu crois qu'il y a des gens qui croient que c'est vrai, qui sont là ? Ça me rappelle quelque chose. 2. Oui, lors de la dernière ère glaciaire, lorsqu'il faisait environ 5 degrés de moins. Donc on voit bien qu'avec 5 petits degrés de moins ou plus, ça change quand même pas mal la planète. Est-ce qu'on va tous mourir, Claire ? Ça, c'est sûr. Ah, Ça, c'est ça. moi c'est qui sûr. croyais être immortelle. Voilà. Non mais on est mal, ouais. Alors, oui, on est mal. On est hyper mal. On est hyper mal. Elle va pas développer. Est-ce que tu veux que je développe ? Oui, Mais oui. je vais plomber l'ambiance, hein. Donc peut-être je développe pas. Si, tu développes. Là, tout de suite, là, vraiment, on est dans un mood où on se marre et tout. Mais je veux Allez, bien. on développera plus tard. D'accord. Parmi les fun facts moribonds suivants, lequel est vrai ? Ça fait de pire en pire les questions. Les fun facts moribonds. Je sais même pas ce que ça veut dire. 1. Il y a plus de masse de plastique que de masse de poissons dans l'océan. 2. On peut faire 18 fois le tour de la Terre avec les filets de pêche perdus chaque année dans l'eau. Même si ça n'aurait aucun sens, qui ferait ça ? 3. Il existe dans la fosse des Mariannes un poisson nommé Gérard le Bardieu qui poursuit les poissons femelles en criant blablabla la chatte blablabla.
3. Ils sont dissipés. 2. On peut faire 18 fois le tour de la Terre avec les filets de pêche. Est-ce qu'on est vraiment très maladroit, Claire, ou est-ce qu'on prend l'océan pour une poubelle? On prend l'océan pour une poubelle, évidemment. Pourquoi se priver? C'est vrai. Parmi ces animaux terrifiants des abysses, lequel existe vraiment? 1. Est-ce le siphonophore, une sorte de long ver qui mesure 100 mètres de long? Un long ver. C'est dégueu. Arrête de souffler, arrête. Reste concentré. 2. Est-ce le Dinosaurus clanicus? Ouais. Un poisson carnivore de 3 cm qui ressemble trait pour trait à un T-Rex. 3. Est-ce que ces animaux terrifiants des abysses existent? Des carolés bouquéqués. Ce sont de vieux poissons qui suivent le Gérard Lebardieu et signent des tribunes à longueur de journée avec leurs vieilles nageoires fatiguées. Blou, blou, blou. Il n'a pas fait exprès. Blou, blou, blou. C'est la fierté des océans. Blou, blou, blou. Attendez, quelle est la bonne réponse? Personne n'est venu apprendre des trucs sur les océans en fait. Quelle est la bonne réponse, Claire? 1. Alors, corrige-moi parce que j'ai dit un long verre et t'as tapé une T'as barre. dit verre, c'est pas un verre. Mais personne ne comprend ton humour. Un siphonophore, c'est comme une colonie de méduses plutôt, qui sont reliées avec par un cordon. Oh, mais moquez-vous là. Vous avez pas passé genre 78 jours à étudier les trucs qu'elle raconte, vous comprenez rien. Non mais c'est vrai, en vrai c'est incroyable. Il se sautent. En vrai, c'est comme dans le incroyable. film d'horreur. Ouais, j'ai pas compris, mais ouais. Et donc, ouais, les siphonophores, ils peuvent être géants et faire jusqu'à 120 mètres de long. C'est un organisme qui fait jusqu'à 120 mètres de long. C'est une famille qui se donne la main. C'est un peu comme ça. La tentacule. C'est des êtres gélatineux, donc des invertébrés qui sont reliés par un cordon. Et en fait, il y a une cloche à l'avant qui assure la locomotion et un rideau de tentacules qui est déployé pour se nourrir. Pour faire des visites touristiques dans le centre historique, ça. Alors, c'est merveilleux. Vraiment, c'est merveilleux. Incroyable. Vous allez regarder ça sur Internet. Siphonophore géant, vous allez voir les vidéos, c'est incroyable. Aujourd'hui, les océans amoindrissent les effets du réchauffement climatique. Et j'ai lu une stat improbable, que je ne vais pas citer précisément parce que tu vas me reprendre, mais qui dit qu'en gros, sans les océans, on serait sur la planète à plus 13 degrés. Ma question, c'est, en fait, sans les océans, ça serait quoi notre Terre? Une boule de feu? Non, ce serait. C'est difficile d'imaginer la Terre sans l'océan parce qu'il n'y aurait pas de vie dessus, puisque la vie est apparue dans l'eau. Donc, ça peut être une boule de glace, une boule de terre, une boule aride. Ça peut être des tas de choses différentes, puisqu'on a eu à peu près tout dans l'histoire du climat. Et si les océans continuent d'aller de plus en plus mal, ça va ressembler à quoi de notre vie sans les océans? Ou avec des océans malades? Ça va ressembler au Pliocène, à peu près. On va. Mais ça veut dire qu'on va on est en train de retropicaliser. Il n'y aura pas donc les courants océaniques permettent une redistribution de la chaleur et des excès de chaleur et de froid d'ailleurs. Donc c'est comme ça qu'on arrive à réguler la planète pour que il fasse ni trop froid ni trop chaud. Et si on coupe la circulation profonde des masses d'eau, ça veut dire qu'on va avoir des extrêmes très forts dans un sens comme dans l'autre, et on peut se retrouver avec en effet de la forêt tropicale en Arctique, voilà, comme dans les anciens temps géologiques en fait. Donc une grande partie de la planète sera plus habitable pour les humains. Sauf si chacun d'entre nous donne dès ce soir 20 € à l'association Bloom ou plus. C'est tellement terrible que personne rigole à ma super vanne. La température se réchauffe sous l'eau et plus vite que prévu. Donc il y a des prédateurs qui prolifèrent. Par exemple, j'ai appris qu'il y avait beaucoup de poulpes qui se développent. Les tentacules de la mer, ça fait un peu moins peur que les dents de la mer, mais en vrai, ça défonce la biodiversité. À quel point les fonds marins sont-ils défoncés, Claire? Eh bien, il y a une statistique au niveau mondial qui dit que les pêcheurs chalutiers, par exemple, ceux qui ont des filets que tu as décrits tout à l'heure, qui raclent les fonds, ils impactent 150 fois plus
l'océan que ce qu'on déforeste chaque année sur Terre. Donc, en fait, on a en permanence un passage de bulldozers sous l'eau. Sous l'eau, c'est en permanence des bulldozers géants qui passent et qui prennent tout. Donc, on a vraiment beaucoup détruit les écosystèmes. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on fiche la paix à la nature, elle se remet assez vite d'aplomb. Donc, les études montrent que quand on protège réellement l'océan, on a une explosion de la biomasse, déjà, donc il y a vraiment beaucoup plus d'animaux en volume, et avec un peu plus de temps, il y a aussi de la diversité d'espèces qui revient, et les habitats, c'est un petit peu plus long, donc en 5 à 7 ans, on a quasiment 7 fois plus d'abondance, et en une dizaine d'années, on voit les habitats, donc je pense qu'il y a une image qu'il faut se rappeler, c'est que sous l'eau, c'était des forêts sous-marines. Et on a des forêts sous-marines, un jardin corallien, du merle, c'est-à-dire des algues corallifères qu'on peut avoir en Bretagne, etc. C'est comme des forêts. Et donc, sous l'eau, on a des forêts animales. Sur Terre, on a des forêts végétales. Et ces forêts, on a passé notre temps à les détruire. Et donc, il faut du temps, il faut une dizaine d'années au minimum pour que ces forêts puissent recommencer en fait, à se reconstituer, que les animaux forment des biotopes un peu complexes. Mais ça arrive dès qu'on laisse l'océan en paix. Et c'est l'objectif de notre travail, évidemment, de créer des vraies aires marines protégées. Et là, on a besoin de chacun et chacune d'entre vous, parce que Emmanuel Macron a décrété que 2024 allait être l'année de la mer. Et sauf qu'évidemment, c'est une blague, étant donné qu'il a commencé, et donc ma collègue Laetitia, qui est dans la salle, Il a commencé, votre collègue Laetitia ? Non, il a commencé, et ma collègue, j'allais terminer, il a commencé... et ma collègue l'a démontré, il a commencé l'année par faire entrer, l'administration française a donné son accord pour que le plus grand chalutier du monde, un chalutier pélagique de 145 mètres, rejoigne la flotte de pêche française. C'est de la folie furieuse. Et c'est Laetitia qui a révélé ça la semaine dernière. Voilà. Bravo Laetitia. Donc, en gros, ça va pas trop là-dessous. Et juste que je me rende compte, est-ce que c'est à cause du réchauffement climatique, de la surpêche ou de l'exploitation des fonds marins ? C'est très cliché ce que je dis, mais c'est mes connaissances basiques pour trouver du pétrole, des métaux rares et tout. C'est quoi le plus grave de ces 3 activités ? En fait, tout est grave et surtout tout va très vite et très mal. Historiquement, c'est clairement la pêche industrielle qui a détruit l'océan et qui est la première cause de destruction de l'océan. On a vidé l'océan, le truc était impossible à faire, on l'a fait, avec des moyens technologiques vraiment puissants, comme ces machines de guerre. Enfin, vous imaginez un bateau de 145 mètres, c'est dingue, 145 mètres, c'est la moitié de la Tour Eiffel, vous voyez, et qui en fait rejoint le port de Saint-Malo, puisqu'il est racheté par la compagnie des pêches de Saint-Malo, sauf qu'il ne peut pas rentrer dans le port parce qu'il est trop grand. Donc il va aller, non mais c'est fou, et ça pour faire du surimi industriel. Donc vous me faites plaisir, vous boycottez le surimi industriel. Voilà, vraiment, merci. Mais boycott de produits industriels. Et donc, il va aller débarquer son poisson aux Pays-Bas. Et donc, on détruit les animaux vivants, on détruit les fonds marins. En même temps, on va polluer l'océan, comme tu le disais en introduction. On pollue de façon absolument vertigineuse, puisqu'il y a une pollution plastique qu'on voit. Et donc, on peut au moins avoir une conscientisation en ce qui concerne le plastique. Mais évidemment, il y a toute la pollution chimique et industrielle qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et on va évidemment extraire des ressources minières et des hydrocarbures. Et le changement climatique vient par-dessus ça. Et là, en effet, on se dit c'est le coup de grâce, puisque aujourd'hui, donc l'océan capte 30% environ de nos émissions de CO2. Mais l'UNESCO, en 2021, nous a alerté sur le fait que si on continuait à ce rythme-là, il était possible que l'océan se mette à émettre du CO2 plutôt qu'en absorber. Mais là, c'est vraiment un rideau de fin par rapport à ce qu'on connaît actuellement de l'équilibre, de la stabilité du climat et de l'équilibre qui fait que la vie est possible sur Terre. Donc on est en train de modifier d'un point de vue géochimique tellement profond la stabilité de ce qui a fait que la vie était possible sur Terre, et ça va si vite qu'en effet, en fait, on voit des statistiques par rapport à l'impact du changement climatique sur le milieu marin qui sont vraiment effrayantes, que ce soit l'élévation du niveau de la mer qui ne fait qu'augmenter, c'est-à-dire que même la rapidité d'augmentation elle-même ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, on est quasiment à une augmentation du niveau des mers de 1,5 centimètre par an.
Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, d'ici très peu de temps, on va avoir des submersions, littéralement, de nos côtes, avec des vagues submersives en répétition. On a des canicules marines. Vous avez remarqué que 2023 était l'année de tous les records, et pour l'océan, ça a été l'année record de chaleur. Donc on se retrouve avec des canicules marines qui génèrent des mortalités de masse des animaux. Enfin, voilà, l'acidification qui est en train de mettre à bas tous les organismes calcaires, que ce soit évidemment les huîtres, les coraux, les récifs coralliens. En gros, 90% des récifs coralliens auront disparu d'ici 2050. Donc on est... Ouais, il y a vraiment un moment, c'est panic button, quoi. Donc il faut. Et alors d'ailleurs, il y a une étude norvégienne qui a montré l'été dernier que la peur était 7 fois plus mobilisatrice pour passer à l'action que l'espoir. Donc moi je dis, mais arrêtez de donner de l'espoir sur ces trucs de conneries. Chiez-vous dessus. Mais oui, carrément, panique. Et si on panique, alors on passe à l'action. C'est exactement ce qu'il faut, passer à l'action. Il n'y a que ça de vrai. On a Mais bien on peut fait continuer. Après, bien fait de ne pas développer ce point pendant le jeu de tout à l'heure. J'ai revu une émission du commandant Cousteau. C'est une émission sur un marin qui était très à la mode et très regardé dans les années 70-80. Et il y a des images où il pêche tranquillou à la dynamite. Il défonce des dauphins, tranquillou. Puis ça choque personne, vraiment, à l'époque. Et pourtant, pendant longtemps, on a foutu la paix aux océans. Il y a 200 ans, je sais pas, les bulots, ils vivaient leur meilleure vie de bulots retraités. Et à quand remonte le moment où on s'est dit, l'océan, c'est open bar. En fait, il n'existe pas de pêche sans impact, enfin, que les choses soient bien claires. Donc, on a développé la pêche à partir, en gros, du Moyen-Âge parce que c'était dangereux et compliqué d'aller en mer, et qu'avant, on avait de l'aquaculture. Tout le monde avait un petit étang où il y avait, voilà. Donc, on se débrouillait jusqu'à... Non, enfin... T'as fait comme si tout le monde avait un petit étang, là. Non, tout le monde, vous aussi, vous avez des mares à la maison. Non, mais les monastères... Alors, les des bourgs... grenouilles, quelque chose. Dans nos jardins, dans le 7e. Non, mais les bourgs au Moyen-Âge, etc. Donc, il y avait un petit peu d'aquaculture, même si l'aquaculture, enfin, on ne va pas rentrer dans tout ce truc-là, mais ça a été vraiment inventé par la Chine. Mais pareil, vraiment, c'est pour le coup une pratique très, très, très ancienne en Chine. Mais on a commencé à vraiment aller en mer de façon systématique, plutôt au temps moderne. Et alors, vraiment accélération, évidemment, à partir de l'ère industrielle. Et c'est avec la révolution industrielle que notre impact, pour le coup, s'est décuplé. Et on estime d'ailleurs, les historiens des sciences et qui ont un peu retracé l'histoire de notre impact sur la faune sauvage, estiment que la plus grande biomasse tuée par l'homme dans l'histoire de l'humain sur Terre, c'est la chasse à la baleine. En fait, il y a eu des statistiques russes qui ont été retrouvées, qui ont agrémenté en fait la connaissance qu'on avait de la chasse industrielle de la baleine. Et on estime que maintenant, il y a 3 millions de baleines, de grandes baleines qui ont été tuées dans l'histoire de l'humain sur Terre. Et ça représente plus de biomasse tuée que même tous les bisons d'Amérique. Enfin, c'est gigantesque. Tous les bisons, pas tous les pigeons. Je précise. Il n'y a que moi qui ai entendu ça, ok. On va faire un petit jeu extrêmement divertissant. Claire, tu es, comme beaucoup d'écolos présents dans cette salle, constamment en dépression. Et c'est bien normal. Néanmoins, tu possèdes une connaissance extraordinaire sur les océans, le climat en général, qui peut parfois, j'imagine, te donner l'envie de vivre. Je te propose un petit jeu pour remonter le moral de tout le monde. Je vais te dire avec une voix très énervante des phrases très déprimantes sur l'océan et la pêche. Et tu dois me répondre avec tes connaissances et un peu d'optimisme. Même si j'ai compris que tu as envie qu'on ait tous la diarrhée ce soir. On tente ? Une boîte de thon au supermarché. Ça a jamais tué personne, pas vrai, Clairotte ? Mais si, justement, et donc arrête Oh, de manger. T'as pas écouté ou quoi ? T'as pas compris ? Si, justement, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut ne pas en consommer. Incroyable. Est-ce que tu voudrais nous parler de ton ONG qui a porté plainte en mai dernier contre la France, par exemple ? Contre la France ? Non, contre l'inaction des supermarchés et tout ça. Tu veux développer, peut-être ? Carrefour ? Voilà. Oui.
La bonne nouvelle, Merci. la bonne nouvelle, c'est que depuis 2017, d'abord la bonne nouvelle, c'est que donc en 2017, ce qui paraît vraiment incroyablement optimiste maintenant, avec le recul, on se rend compte qu'on a été trop dur, c'est qu'on avait Hollande. C'était fou, Hollande, par rapport à Macron. Et donc, sous Hollande, il s'est passé des trucs de dingue, comme l'adoption de la loi sur le devoir de vigilance, qui oblige les entreprises à avoir une responsabilité sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement, qu'il s'agisse d'écologie, de droits humains ou d'impact sanitaire de l'ensemble de leurs achats. Et cette loi devoir de vigilance vient d'être adoptée au niveau européen. Donc cette création juridique française a fait des petits, a essaimé. Donc maintenant, on a une loi devoir de vigilance au niveau européen. La mauvaise nouvelle, si on a quand même le droit, c'est de dire que Emmanuel Macron a fait un lobbying insensé pour que les institutions financières et les banques soient exclues du périmètre de la loi devoir de vigilance. Mais la bonne nouvelle, c'est que le seuil en France pour pouvoir en effet assigner en justice une entreprise pour qu'elle s'assure que l'ensemble de ses achats soient vraiment conformes à la protection de l'environnement, des droits humains et de la santé, le seuil en France, c'est 5000 employés. C'est un seuil très très haut. Le seuil européen, c'est 500. Et pour les entreprises de pêche, c'est 250. Donc en gros, on va pouvoir attaquer tout le monde. Heureusement qu'elle a résumé ce qu'elle venait de dire à la fin, parce que moi j'étais là, 500 000, 500, ouais. Ok. Alors, pardon, je suis sortie de mon personnage. L'été, sur la plage, moi je mets de la crème solaire. Parce que j'ai pas envie de mettre un t-shirt à manches longues et de rentrer tout blanc comme un cul devant les collègues. Alors oui, je vais dans la mer, mais bon, on va pas nous faire chier non plus. La crème solaire ? Oui, c'est ça. Il faut que je dise un truc optimiste sur la crème solaire. Ouais, tu peux. Eh bien, tu peux. Attends, ne pas en acheter, mais aller à la plage très tôt le matin, le soir, avec pour l'apéro, c'est bien mieux, il y a moins de monde. On prend et du on tofu. peut picoler. Et de l'alcool pour se consoler, du tofu. Voilà. La crème solaire, c'est une cata. C'est une cata, ouais. De toute façon, notre mode de vie, c'est une cata. J'adore cette honnêteté, ouais. J'adore. J'ai très envie de raconter la première chose qu'on s'est dit quand on s'est rencontrés. Mais c'est hyper perso. Si tu veux, vas-y. Je sais pas ce que tu vas dire. Ok, j'ai rencontré Claire pour la première fois dimanche. Et elle m'avait envoyé un texto, j'avais lu vite fait sur la route. Et elle m'avait dit, c'est l'anniversaire de mon père. Enfin, tu vois, j'ai lu vite fait. Et j'arrive et je dis, bonjour Claire. J'étais hyper impressionnée. Et je dis, bonjour Claire, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ton père? Elle m'a dit, non, l'anniversaire de la mort de mon père. J'ai fait, et voilà. Et donc, je t'en prie, assieds-toi. Nous allons échanger des faits divers et variés. On a bien ri tout de suite. C'est vrai qu'on a bien rigolé. Car il est bien mort. Et donc... Pardon. Ah, je savais qu'elle allait rigoler, t'inquiète. Elle rigole, j'ose pas la regarder. Elle rigole. Il y a des gens qui disent qu'on pourrait se passer de pêcher. Eh ben moi, je pense que c'est une bonne idée. Regarde, de même qu'on n'a plus besoin de la chasse pour manger de la viande. Est-ce qu'on pourrait pas faire pousser nos propres poissons grâce à des fermes aquacoles? Non. Non, c'est une très mauvaise idée. Quand on mange du poisson d'élevage, on contribue à l'appauvrissement de l'Afrique, au pillage des eaux africaines, de pêches qui sont pour eux vivrières, qui sont indispensables. On détruit la sécurité alimentaire, on implante des fermes aquacoles sidérantes dans des fjords en Norvège ou même en France, comme il y a en ce moment un projet complètement débile qui s'appelle Pure Salmon en Gironde. Et il n'y a rien qui va, que ce soit l'usage de l'eau douce, les antibiotiques, pour faire un saumon gras, dégoûtant, pas bon. Non, c'est vraiment pas la peine. Donc non, il faut boycotter le saumon d'élevage, s'il vous plaît. Ouais. Maintenant, je vais te dire, on construit des éoliennes en mer pour faire de l'énergie propre, mais ça tue des dauphins. Voilà, quel est ton avis, commandant Cousteau, cadet nichon? C'est un personnage, Claire, c'est... Puis ils sont pas si... Bon, bref, voilà.
Eh bien, on recule l'éolien en mer, on le met plus loin des côtes, sur de l'éolien flottant. Et on n'a pas On peut d'autres... aujourd'hui faire des éoliennes qui abîment pas trop la biodiversité en mer. Il n'y a pas, sinon, sans impact, ça ne va pas exister. Enfin, il ne faut pas se raconter d'histoire. Mais il y a des façons de le faire mieux que d'autres. De toute façon, il y a un truc indispensable à garder à l'esprit, c'est que actuellement, et donc je vous encourage à lire le livre passionnant de Jean-Baptiste Fressoz qui vient de sortir, qui s'appelle Sans transition, où il rappelle qu'en fait, il n'y a jamais eu de transition énergétique dans l'histoire de l'humain. Il y a eu un cumul des énergies. Et nous, on a une vision phasiste de l'énergie. On dit, on est passé du bois au charbon, ensuite au pétrole. Non, le charbon, c'est cumulé au bois. Le pétrole, c'est cumulé au charbon et au bois. Et en fait, on est dépendant Et aujourd'hui, de les l'ensemble énergies des renouvelables viennent se cumuler aussi. Et aujourd'hui, en fait, pour construire quoi que ce soit, tout ce qu'on a autour de nous a coûté en matière et a coûté en énergie. Et donc, il faut avoir une vision du monde qui est exactement celle-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en sortir sans réellement accélérer, surtout la sobriété, c'est-à-dire accepter l'idée que ce cumul des énergies, cette espèce de vision symbiotique des énergies cumulées qui ont permis à quoi, au Nord et aux pays du Nord, de développer un niveau de confort jamais imaginé, puisque, en fait, impossible, puisqu'on vit à crédit. Cette vision-là est erronée. Elle correspond à notre vision, en effet, d'un confort historiquement faux. Et on doit maintenant arriver à un niveau de sobriété très rapide, l'accepter, de façon à ce que tout le monde puisse avoir accès à une vie digne, mais sur l'ensemble de la planète. Donc, en fait, tant qu'on n'aura pas accepté que nos modes de vie ne sont absolument pas compatibles, et c'est même pas un problème de transition énergétique, c'est qu'on consomme beaucoup trop de matière et d'énergie pour des choses totalement superflues. Et donc le switch qu'on doit faire, c'est un passage de se demander, de passer en fait d'une économie qui est basée sur nos désirs à une économie qui est basée sur nos besoins. Et si on ne fait pas ça, on ne va pas y arriver. Et la transition énergétique, donc il n'y a jamais eu de transition dans l'histoire de l'humanité, jamais. Il y a eu cumul. Et si on veut faire une vraie transition énergétique, il va falloir quand même vraiment passer par une baisse de la consommation énergétique. Et ça veut dire qu'on change nos modes de vie. Et en fait, on vit mieux parce qu'on bouge moins, on consomme moins, et on est connecté à nos besoins et non pas à des désirs complètement superflus. Et en réalité, ça veut plutôt dire une vie plus connectée, meilleure, je pense. Enfin, on est plus heureux, non? Sans Kinder Delice, je tiens à le préciser. Oui, sans bouffe industrielle, sans problème de santé, sans voyage perpétuel et incessant. Mais ça se passe très bien, en fait, quand on revient à un petit peu plus de simplicité. Et à beaucoup de sobriété. On n'y arrivera pas sans ça. Enfin, vraiment, il faut se dire ça. Parce que chaque objet, je sais que vous êtes plutôt jeune dans la salle et que vous êtes sans doute bien plus avancé que l'époque de mes parents ou la mienne. Mais vraiment, vous, sans doute, vous êtes plus à questionner les objets que vous consommez. Mais ça, il faut que ça devienne un mouvement de masse. Sinon, on n'y arrivera pas. Allez, encore deux petites questions avec cette voix insupportable. On connaît très mal le fond des océans, mais on n'hésite pas à l'exploiter à fond. C'est marrant ça, parce qu'un truc qu'on connaît pas scientifiquement et que les hommes maltraitent, pour moi c'est pas l'océan profond, c'est le clitoris. Mais bon, passons. On creuse les fonds marins pour aller puiser les métaux rares, pour trouver du pétrole. Mais c'est mieux que de piller les sous-sols de l'Afrique, non, Claire? Ben non, on fait les deux. On fait Très tout. bonne réponse, j'enchaîne avec la suivante. Ouais, mais la France, on est des nains. Tout changer n'aura pas d'impact. Demandons plutôt aux Chinois et aux Indiens de faire des efforts. Et oui, ils vont dire d'accord, mais on va demander aux Américains de faire un effort, et les Américains vont demander, alors dans ce cas, mais les Japonais font un effort, et les Japonais vont dire, mais ok, mais seulement si les Micronésiens font un effort, etc. Et donc, c'est surtout que la France, elle a le 2e domaine maritime au monde. C'est ce que j'ai découvert en... Oui, et puis en fait, à la fin, il faut regarder le cumul de notre passé climatique, c'est-à-dire ce qu'on a consommé, d'une part, historiquement, en cumulé, et secondo, le fait que notre
impact climatique, notre empreinte, elle est dans les importations. Et aujourd'hui, on importe la plupart des produits qu'on consomme. Donc, ces bilans-là sont faussés par ça. Mais si on compare par exemple avec le pétrole, on pourrait se dire la France n'a pas beaucoup de pétrole. Par contre, la France a vraiment un énorme pouvoir maritime aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai halluciné en découvrant ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, en fait, on a un espace maritime qui est à peu près équivalent à celui des États-Unis. Donc, on est la deuxième puissance maritime après les États-Unis, mais en fait, on est quasiment ex aequo. Et ça nous oblige, en fait, ça crée une forme d'obligation morale par rapport à ce qu'on fait avec notre espace maritime. Et c'est là la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a le gouvernement Macron qui donc a décidé de passer en force, comme sur tout le reste, y compris sur l'océan, tout en faisant un marketing qui ne vous aura pas échappé, puisque c'est élément de langage sur élément de langage en permanence, donc annonces, conférences, presse, grands titres. La France protège plus de 30% de son espace maritime, alors que la France, le gouvernement actuel, refuse d'interdire les méthodes de pêche destructrices à l'intérieur de ces zones dites protégées. Donc nos aires marines protégées ne sont absolument pas protégées. Donc il y a autant de pêche à l'intérieur des zones dites protégées qu'à l'extérieur des zones protégées. Donc c'est une vaste tartufferie. Et donc voilà, ce qu'il faut, c'est ce qu'on se dit, c'est que les rares fois où on gagne avec le gouvernement Macron, c'est quand vraiment tout le monde s'y met. Quand sur les réseaux sociaux, tout le monde interpelle le gouvernement, que ça commence à sortir un petit peu justement de ces conversations de niche un peu, ou de ministère, ou de parlement, mais que tout le monde se met à interpeller Macron pour se dire mais attends, c'est quoi cette affaire, c'est quoi cette enfumade sur les aires marines protégées? Et c'est comme ça parce que est-ce que vous savez que la France va accueillir la conférence des Nations Unies sur l'océan en juin 2025? Bien sûr. Oui. Moi je le savais. Ouais. Eh bien, il se trouve que Emmanuel Macron a décidé de faire de cette conférence des Nations Unies sur l'océan sa COP océan. Parce qu'il aurait voulu avoir une COP. Hollande a eu sa COP, sa COP climat. Évidemment, la France n'aura pas de COP. Et donc, il veut faire de cette conférence des Nations Unies sur l'océan une COP, un moment où il y aura tous les chefs d'État, il va pouvoir briller. Il va briller par, évidemment, ses éléments de langage, une fois de plus. Et donc, il nous reste 1 an et demi avant cette conférence des Nations Unies sur l'océan. 1 an et demi, sérieusement, pour mettre une pression à Macron qui est intenable. Mais la seule chose qu'on puisse faire, parce que nous, on fait notre travail, j'ai plein de collègues dans la salle, on fait notre travail, on fait vraiment tout ce qu'on peut et on travaille franchement d'arrache-pied sur tous les domaines, que ce soit le législatif, le judiciaire, on attaque la France au tribunal, les industriels, etc. On fait tout ce qu'on peut. Mais ce qui marche, c'est quand nos actions sont retweetées, partagées et que vous interpellez. Et quand vous interpellez en masse, ça marche. Et à la dernière conférence des Nations Unies sur l'océan, c'était en 2022 à Lisbonne. La veille de l'arrivée d'Emmanuel Macron, de mon compte Instagram, j'ai posté un fil qui racontait justement l'exploitation minière des océans, le deep sea mining, avec une photo qui montrait en fait ce que la France soutenait, c'est-à-dire en effet d'aller chercher des ressources minières dans les grandes profondeurs totalement non touchées, en fait, complètement vierges de la main de l'homme. Et ce poste-là, pour une raison qui m'échappe, si j'avais su, on aurait fait une pétition, mais a été vu 10 millions de fois. Il y a eu tellement d'interpellations d'Emmanuel Macron que ce qui n'était absolument pas prévu arriva. Il est arrivé à Lisbonne, il a organisé au pied levé une petite conférence privée pour les ONG à l'Aquarium de Lisbonne, et il a annoncé que la France soutiendrait l'embargo, en fait, ce qu'on appelle le moratoire au niveau international, le moratoire sur l'exploitation minière des grands fonds. Mais du jour au lendemain. Donc c'est une bonne nouvelle. Non, mais c'est une nouvelle de dingue. Et ça veut surtout dire que on savait. Mais c'est évidemment, il y a eu un énorme travail de toutes les ONG. Camille Etienne avait pris la parole sur ce sujet plein de fois. Il y a eu une campagne. Moi, je suis arrivée, j'ai juste mis, en fait, puisque tous ceux qui se battent contre ça sont mes mêmes collègues avec lesquels on a gagné contre le chalutage en eau profonde il y a des années. Mais il a fallu, en fait, pour faire craquer ce gouvernement, il a fallu qu'un post devienne vraiment viral et que ça commence à vraiment buzzer et que ça
coûte en fait au gouvernement, que ça remonte à l'Élysée en disant bon alors là vous cessez le feu quoi. Et ça veut dire aussi que évidemment on le savait, mais ça confirme qu'Emmanuel Macron décide de tout tout le temps. Et donc il est arrivé à Lisbonne, il fallait quand même voir la tête des diplomates français qui étaient en train de faire leur spiel en disant alors oui, donc la France est pour l'exploration alors on va pas encore aller sur l'exploitation, mais on va vraiment quand même explorer en vue peut-être un jour si vraiment besoin, blabla, d'exploiter. Donc ça c'était leur discours. Et du jour au lendemain, Macron arrive et leur dit on arrête. Et les types n'avaient plus d'éléments de langage. Voilà comment ça se passe. Le gouvernement qu'on a, donc la Ve République, poussée à l'extrême de la personnification et la personnalisation du pouvoir. Donc ça veut dire que si on cible Emmanuel Macron, parce que maintenant il n'y a que des hommes de paille autour de lui, ça ne vous aura pas échappé non plus, c'est Cadel et Sozy, comme disait Libé la semaine dernière. Donc en fait, il faut viser Emmanuel Macron, puisqu'il décide de tout, il l'aura voulu, alors on va viser Macron pendant 1 an et demi, répéter en permanence qu'on veut une vraie protection du climat, de l'océan, des animaux marins, et que c'est maintenant que ça se fait, 2024, année de la mer. On veut une interdiction des bateaux industriels dans les eaux françaises. On veut démanteler les navires de guerre, genre 145 mètres qui viennent en France. Ce n'est pas envisageable. Donc les bateaux industriels qui font du surémis, on n'en veut pas. On veut une vraie protection de l'océan. On veut arrêter de payer la destruction de l'océan avec nos impôts. Donc ça a voulu faire autant de bruit pendant 1 an et demi. Et si vous faites autant de bruit pendant 1 an et demi, je vous jure, je vous garantis, tu referas une soirée et on ira boire des coups ensemble. Ouais, je vous jure, mais c'est sûr. À la prochaine victoire. C'est sûr, il y aura une victoire. À la fin, il y aura une victoire. Je vous garantis une victoire. Ouais. Attends, non, il faut parler d'un truc hyper important. Parce que le 23 janvier, là, vous venez de sortir un rapport avec son association Bloom, à qui il faut donner plein d'argent, qui vient de faire un travail scientifique considérable. En gros, vous révélez au grand public que la pêche industrielle est non seulement plus polluante, mais aussi moins rentable, moins créatrice d'emplois qu'une petite pêche côtière. Donc l'avenir, vous le dites dans le rapport, qui est un travail encore une fois époustouflant, c'est une petite pêche côtière à hauteur d'homme. Ça crée des emplois, c'est pas polluant, en tout cas moins polluant, c'est rentable. Et c'est très très bon quand c'est grillé avec du citron. Donc ok, vous avez sorti le rapport. Et maintenant, quoi ? Eh bien, maintenant, c'est très important de comprendre ça, en fait. Ça fait littéralement des décennies que les industriels de la pêche expliquent que, en fait, quand on lutte contre la destruction de l'océan, en fait, en vérité, on veut la mort des pêcheurs, et en vérité, on veut importer du poisson par avion, et de toute façon, nous, les écolos, on en a rien à foutre des enjeux sociaux, etc. Et donc, on s'est dit, bon, on en a un petit peu marre de ce genre de lignes de défense qui sont d'une grande mauvaise foi, vous imaginez bien, et donc, on va faire une évaluation. Donc, on a constitué un groupement de recherche avec des instituts de recherche publics, plusieurs, l'Institut AgroParisTech, entre autres, et on a, en fait, on s'est dit, on va faire un bilan de la pêche qui ne soit pas qu'un bilan avec l'angle de la productivité, de voir combien ces pêches produisent de poissons, parce qu'ils disent, nous, il faut du volume, parce que c'est ça, le poisson pas trop cher, que les gens veulent du poisson, alors il faut que ce soit pas trop cher. Donc on va sortir du prisme seulement productivité, on va faire une évaluation multifactorielle, on va vraiment regarder ce qu'il en coûte d'un point de vue écologique, économique et social, et donc on va regarder ce qu'il est la réalité en subvention publique qui est donnée à chaque segment de flotte, on va regarder les emplois qui sont créés, on va regarder ce qu'il en coûte en animaux vivants, seulement les poissons qui sont ciblés, mais aussi les animaux qui sont attrapés dans les filets ou dans les engins de pêche sans que ce soit volontaire, les captures accidentelles, etc. Et on a fait, évidemment, l'empreinte carbone, et on a fait, pour la première fois au monde, en fait, une évaluation multicritère. Et quand on fait cette évaluation multicritère, c'est hallucinant. C'est-à-dire que les pêches industrielles n'ont aucune raison d'exister. Ils détruisent l'environnement, ils détruisent le climat, ils détruisent la biodiversité, ils détruisent les fonds marins, ils créent beaucoup moins d'emplois que la pêche artisanale, ils nous coûtent beaucoup plus cher. Chaque emploi est subventionné dans la pêche industrielle à hauteur de 60 000 € par emploi, alors que dans la pêche artisanale, on est sur une subvention entre 9 et 14 000 €. C'est-à-dire que sur
tous les sujets, en fait, il n'y a rien qui va. Et donc, la pêche artisanale est quand même une activité, je veux dire, dans le meilleur des mondes, on ne mangerait pas du tout de poisson, il faut être honnête. Enfin, je veux dire, la solution la plus radicale, c'est de ne pas pêcher des animaux sauvages. Mais si on veut maintenir des activités humaines le long du littoral et qu'on a un souci, justement, d'équilibre économique et social, le choix raisonnable, c'est la pêche artisanale. Même si elle n'est pas parfaite, il y a certains segments de pêche artisanale qui pourraient encore plus améliorer leurs pratiques pour avoir aucune capture d'oiseaux ou de requins ou de tortues ou que sais-je. Mais en gros, sur quasiment tous les indices, la pêche artisanale est la seule pêche qui soit envisageable à l'avenir. Il n'y a pas de justification rationnelle, financière, sociale, aucune justification à tolérer les pêches industrielles. Et ça, c'est factuel. Et c'est basé sur des données publiques, européennes. C'est pas nous qui avons inventé les données. Et donc, en fait, il faut maintenant abaisser notre niveau de tolérance pour les pêches industrielles à 0. Bravo, merci Claire Nouvian. Merci. Du bruit pour Claire, s'il vous plaît. Quelle femme. Claire. Du bruit pour Bloom aussi, cette association incroyable. En fait, j'ai jamais vu quelqu'un s'énerver de façon si motivante. C'est hyper bizarre. On va tous mourir et tout le monde est là. Oui, il faut agir maintenant. Et je suis en dépression. On a la raison. Hyper bizarre. Vous allez devoir chanter, vous êtes prêts? Alors, c'est quoi ton poisson préféré? Comment il s'appelle déjà? Le poulpe? C'est pas un poisson. À oreille. Ah, ça... C'est pas un poisson, il faut arrêter de dire ça. C'est un invertébré gélatineux rose. C'est ça? C'est un céphalopode. Oh, ça va. Calme-toi, le prix Nobel de l'écologie. Le poulpe à oreille n'entend pas grand-chose. Le poulpe à oreille n'entend pas grand-chose. Le poulpe à oreille n'entend pas grand-chose. La moitié du public chante ça. À oreille n'entend pas grand-chose. Le poulpe à oreille n'entend Continuez. Pas grand-chose. Le poulpe à oreille n'entend 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 pas grand-chose. Claire Nouvian, je suis désolée d'avoir fêté malgré moi la mort de votre papa. Claire Nouvian, j'aime tellement les femmes qui ont le seum comme vous. D'ailleurs, j'en profite pour faire la promo de mon spectacle qui s'appelle Calme, qui est un spectacle sur la colère qui a lieu tous les jeudis, vendredis, samedis à 19h au Palais des Glaces. Claire Nouvian, j'ai jamais été autant excitée par les animaux visqueux que quand j'ai lu vos recherches. Claire Nouvian, même si le poulpe n'entend pas grand-chose, on peut être sûr qu'en regardant vos vidéos et vos combats politiques, on entend que ça gronde, on entend que ça gronde.
Guillaume Meurice s'est marré pendant toute la chanson. Merci beaucoup. Un maximum de bruit pour Claire Rouvion, s'il vous plaît. Un maximum de bruit pour l'association Bloom, s'il vous plaît. Un grand merci à Nicolas Béguet, le réalisateur de cette émission, s'il vous plaît. Un maximum de bruit pour Valentine Madi, la directrice de production, s'il vous plaît. Et un maximum de bruit pour les coproducteurs de ce programme, toutes les équipes artistiques et techniques de Binge Audio, s'il vous plaît. Et un maximum de bruit au sponsor de tout Il y a plus de saison, qui est le Média Tilt. On n'aurait rien pu faire sans eux, donc merci beaucoup et bonne soirée, merci beaucoup.